Des échecs, il en a connu beaucoup. David Kiala est ce qu'on appelle un serial entrepreneur, ayant à son actif plusieurs entreprises. Quand il s'est lancé dans cette aventure, il ne pensait pas essuyer autant d'échecs qu'il en a vécu. Ses 3 premières entreprises n'aboutissent pas comme imaginé. Face à ces échecs à répétition, le doute s'installe. Faut-il tout arrêter? Comment accepter l'échec sans se décourager ni abandonner son projet? Réponse avec notre invité, David Kiala. David, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors, vous avez connu pas mal de galères en tant qu'entrepreneur. Alors, racontez-nous votre toute première expérience dans l'entrepreneuriat. Bon, déjà, avant tout, je vais commencer par me présenter. Oui. Donc, je suis David Kiala. J'ai grandi entre le Congo et la France. Donc, 2 environnements très différents, 2 cultures différentes qui me donnent une façon de voir le monde qui est différente. Donc, avant tout, je suis quelqu'un qui aime construire, créer des choses utiles et résoudre des problèmes. Donc, c'est en gros ce qui m'anime dans la vie depuis que je suis jeune. Et en termes effectivement de galère, je veux raconter la toute première, en gros, ça se passe en 2004. Je vais travailler comme frontalier, donc je suis étudiant en France et je vais travailler comme frontalier à la frontière suisse. Donc je gagne de l'argent et à un moment je me dis, je veux faire quelque chose qui me paraissait très simple sur le papier. Donc je vais acheter un taxi et l'envoyer au pays. Donc ça c'était vraiment ma toute première expérience. Après, première expérience, j'ai pas bien maîtrisé le terrain, j'ai pas structuré le projet et j'avais sous-estimé la difficulté de suivre un projet à distance. Donc c'était vraiment ma toute première et aujourd'hui avec du recul, ça ne pouvait qu'être un échec. Voilà. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que pourtant, c'est un business très lucratif. Le business de taxi, ça rapporte beaucoup. Du coup, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la façon de faire? Première expérience, parce que j'entendais les gens, en fait, j'avais entendu parler que ça fonctionnait. Donc il y a des gens qui ont réussi dans ce business de taxi. Mais j'avais pas la structure. Donc j'ai entendu parler, j'ai essayé de faire sans me faire accompagner par quelqu'un ou avoir vu quelqu'un faire en réalité. Donc j'ai essayé de faire sans trop savoir comment ça fonctionnait. Effectivement, avec du recul aujourd'hui, échec assuré. Donc il faut s'appuyer sur des gens qui savent faire ou comprendre, avoir au moins fait avec quelqu'un qui sait faire. Donc pour avoir la structure, pour connaître le marché, pour savoir comment gérer. Voilà. Alors, vous étiez en France, vous dites, hein, Oui. et donc du coup, votre business depuis le Congo là-bas a été géré par la famille? Par qui? Oui, c'est ça, c'est ça. Par la famille. la famille, Et ouais. aussi, c'est vraiment... il y a la famille, effectivement, la problématique, mais c'est la structuration, la gestion à distance. Trouver une personne qui gère à distance compétente, c'est un énorme défi. Autre expérience, ça se passe, c'est assez récent, en 2020-2021, sortie de Covid, je rejoins un groupe d'amis qui lance un espace de coworking à Pointe-Noire. Donc on lance un espace de coworking à Pointe-Noire. Le besoin il est réel parce que les gens, ils ont besoin de connexion Internet, ils ont besoin d'un espace où ils peuvent travailler avec d'autres personnes pour pouvoir évoluer. Donc le besoin, il est réel. On lance, mais là encore, échec. Pourquoi? Parce que en termes de marketing déjà, le marché n'était pas suffisamment solvable. Donc on n'a pas bien regardé le marché. Il y a un besoin qui était réel, mais le marché n'était pas solvable. On n'a pas réussi à remplir l'espace de coworking. Donc il y a eu quelques personnes, donc un marketing aussi défaillant, parce que quand on veut lancer un projet sur une zone, il faut en parler. Il faut réellement en parler, aller dans les marchés, aller partout, montrer qu'on existe pour attirer le maximum de personnes. Et toujours le même défi, le troisième, c'est trouver la personne compétente pour gérer. Gérer, ça ne veut pas gérer. Là, en l'occurrence, c'était recevoir du monde. Donc les gens qui arrivent, bien recevoir, bien renseigner, suivre les recettes et aussi nous remonter c'est pas des KPI, mais nous remonter au moins l'état de l'occupation, les projections et trouver une personne qui sait faire ça. On n'a pas réussi. Donc ça a été un échec. On a essayé de tenir pendant quelques mois avec nos fonds propres, injecter les fonds propres. À un moment, on s'est dit, on va arrêter l'hémorragie et on a arrêté le projet. Mais ces 2 projets, c'était de l'apprentissage. J'ai
énormément appris sur ces deux projets. Le premier sur les taxis, pas de structure, on réussit très difficilement, sauf si on a on a une personne sur laquelle on s'appuie qui sait faire, qui sait tout faire. Compliqué. Deuxième projet aussi, marketing. Faut en parler. Tant que les gens ne savent pas qu'il y a un projet, il y a un espace de coworking, ils ne viendront pas. On a essayé de communiquer, mais je pense qu'on a communiqué de manière insuffisante. Donc là, vous avez évoqué 2 échecs, taxi, espace de coworking. Est-ce qu'il y a un 3e échec que vous avez vécu dans Jamais l'entrepreneuriat? 203, on dit. Bien évidemment. Jamais 203. Et le troisième, je pense que c'est celui qui m'a le plus aidé. Donc un échec qui m'a le plus aidé, c'est peut-être contradictoire, mais effectivement, ça se passe en 2014-2015. Donc ça fait quelques années que je travaille dans le numérique et très tôt, moi j'ai commencé à faire passer des entretiens de recrutement dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. Donc je recevais des candidats, j'évaluais les compétences techniques pour savoir s'ils avaient les bonnes compétences techniques, ils pouvaient s'intégrer dans nos structures. Et pendant ces premières années aussi, j'ai postulé à des postes pour être recruté et j'ai vu qu'il y avait quelques problématiques. Donc, première problématique, c'est l'évaluation des compétences. Ce n'était pas toujours fait de la bonne façon. Deuxième problème, c'est la méconnaissance de certains recruteurs des métiers tech. Ils ne connaissent pas trop les métiers tech. Et le troisième, c'est la prise de référence. La prise de référence se fait à un niveau haut et du coup, on ne sait pas exactement ce que la personne a produit sur le projet. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je vais lancer une start-up de recrutement de tech par les tech. Une idée très simple. Donc, ça résolvait les 3 problèmes. Je lance le projet. Comme j'avais les compétences techniques, je développe la plateforme. Pendant 4 ou 6 mois, je ne me rappelle plus, j'ai vraiment passé du temps à développer la plateforme tout seul parce que j'avais les compétences techniques. Ça, c'était la première erreur. Parce qu'en gros, dans un monde où ça va vite, aujourd'hui encore plus, avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas se permettre de passer 4 mois à développer un produit. On ne sait même pas si le produit va être utilisé. Donc, construire avant de vendre, j'aurais dû vendre avant de construire. Ça paraît contre-intuitif, mais il faut vendre avant de construire. Et il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de le faire. C'est pas aller vendre de fausses promesses, mais vendre ce qu'on va construire avant de le construire. Donc, valider le marché avant. C'était la toute première erreur. Donc, je construis le projet et après, je vais sur un marché qui m'était accessible. Donc, c'est le marché de start-up parce que c'était mon réseau, parce que je connaissais du monde. Et quand j'ai commencé à vendre, je me rends compte très rapidement que les startups ne sont pas solvables, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas payer la prestation que je propose. Solvables parce qu'elles n'ont pas suffisamment de fonds. Je pivote, je vais sur un autre marché qui est les PME. Donc les PME, elles sont structurées, elles ont du budget, elles recrutent. Et là, je fais mes premières ventes. Ça se passe bien, je suis très content. Et je remarque que je ne peux pas faire, ces PME n'ont pas de récurrence. Donc je dois aller faire toujours un effort pour aller démarcher les entreprises pour pouvoir vendre. Et je me rends compte qu'en me basant sur les PME, en termes de croissance, ça va être assez difficile. Donc, je pivote une deuxième fois pour aller sur des structures type ESN qui recrutent très rapide, qui recrutent énormément. Donc, une fois que j'ai le client, je vais faire beaucoup de recrutement. Et quelques temps après, j'ai plus suffisamment ni de ressources, ni de temps pour continuer le projet parce que je m'étais financé tout seul. Et là, je décide en fait d'arrêter le projet. Donc ça, c'est vraiment l'expérience la plus marquante. Pourquoi? Parce que quelques semaines après, je me suis mis à réfléchir pourquoi j'ai échoué. Parce que échouer, c'est une chose, mais après, il faut en tirer vraiment les leçons. C'est ça qui est le plus important. Pourquoi j'ai échoué? Et j'ai compris une chose, c'est que le produit, il était très bon, mais la stratégie n'était pas bonne. Donc vendre d'abord, j'aurais dû vendre avant de construire et aller sur un marché où j'avais des récurrences. Et là, le projet, j'aurais une trajectoire beaucoup plus positive. J'ai appris la psychologie parce que quand on vend, il y a beaucoup de psychologie. Peut-être que j'aurais vendu plus si j'avais compris certaines choses, comment l'humain fonctionne.
Et la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est, comme dit Socrate, en fait, connais-toi toi-même. Et ça, c'est, j'ai appris qui je suis, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me porte et quelles sont mes limites. Donc ça, c'est vraiment la plus grande richesse que j'ai tirée de cette expérience-là. Et ça me sert aujourd'hui. Je ne me lance pas sur tout type de projet. Je me lance vraiment sur des choses qui me portent parce que je sais que je peux apporter 100% sur ces projets-là. Et si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs, donc je vais en donner 2. On en reviendra peut-être après. Okay. Là, j'aimerais d'abord savoir comment vous avez vécu tous ces échecs à répétition. Après, heureusement que ce n'est pas arrivé les uns à la suite des autres. Oui. Donc, c'est des échecs. Après, moi, je lis énormément. Et au début, c'est frustrant. Oui. Mais quand j'ai commencé à les voir, il y a une chose qui est très simple, aller sur les pages Wikipédia des grands entrepreneurs. Il n'y a pas que des réussites. Il y a des échecs. Le jour où j'ai compris que beaucoup ont échoué avant de réussir, j'ai dédramatisé en fait. Au début, oui, ça fait très mal d'échouer un projet qu'on porte à cœur, un projet qui nous tient, c'est très difficile. Mais avec du recul aujourd'hui, l'échec, c'est le parcours en fait sur la réussite. Donc aujourd'hui, je dédramatise avant, mais il ne faut pas prendre pour soi, c'est de l'apprentissage. Plus on échoue, plus on se rapproche de la vérité. Donc en gros, Donc l'échec est normal dans l'entrepreneuriat? C'est complètement normal. Les stats, il y a beaucoup d'entreprises qui n'atteignent pas l'âge de 2 ans, de 3 ans. Beaucoup de projets meurent très rapidement parce qu'ils n'ont pas, l'exécution n'est pas bonne, le marché n'est pas celui-là. Donc l'échec, ça doit juste permettre d'apprendre. Ce n'est pas la fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des méthodologies comme le Lean qui est né chez Toyota au Japon, où on met un projet sur le marché. Je caricature, quand on est sur des startups, des structures, qu'on veut lancer un projet, on itère, c'est-à-dire qu'on met une première version, on regarde comment le marché se comporte, et après, on switch, on peut changer 2-3 fonctionnalités, et on repart sur le marché. Et beaucoup d'entreprises qu'on voit aujourd'hui n'étaient pas celles qui existaient au début. YouTube, avant, ce n'était pas YouTube. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont switché. Par exemple, il y a une société qui fait du retargeting, c'est une société française. Avant, ce n'était pas ça. Les gens ne sont pas toujours sur le marché sur lequel ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas le marché initial sur lequel ils ont commencé. Donc, ils sont venus avec une première proposition. Ils ont vu la réponse du marché et ils ont adapté pour aller soit sur une niche ou faire différemment. Donc, c'est une des méthodologies qu'on applique aujourd'hui quand on monte un projet, quand on monte une structure, surtout quand on est sur des projets tech. C'est ce type de méthodologie qu'on applique. Alors, vous avez parlé de frustration. Comment vous, dans votre cas, vous avez géré justement cette frustration après vos différents échecs? Bon, le premier échec de taxi, c'était très compliqué parce que c'était ma première expérience, j'avais mis mes fonds propres et derrière, j'ai pas reçu ce que j'attendais. C'était très frustrant. Ça, c'est à l'époque, c'est mon père en fait qui m'a expliqué que ce que j'avais fait, en fait, j'avais gagné de l'argent, je pouvais regagner encore de l'argent parce que j'avais la force de le faire. Et au début, j'avais pas compris, mais effectivement, c'était un très bon conseil. J'ai perdu, mais c'est que de l'argent. L'argent, on peut le regagner. Après, c'est le temps qu'on ne peut pas regagner, mais l'argent, c'est pas quelque chose... sur le coup, ça fait très mal, mais on peut encore faire des efforts pour aller chercher. Donc ça, c'était très difficile. Et l'espace de coworking, c'était moins difficile. C'était moins difficile parce que ça m'a permis aussi, moi je m'intéresse beaucoup au marché de l'entrepreneuriat, du Congo, de l'Afrique, de l'espace francophone de la France. Ça m'a permis d'aller toucher du doigt. Ça, au début, dans ma tête, c'était aussi un apprentissage. Je voulais comprendre localement comment ça se passait. Donc ça n'a pas fonctionné, mais je le voyais un peu entrevenir, mais ça m'a permis de toucher la réalité, de comprendre aujourd'hui s'il y a quelque chose à faire, je sais comment le faire. Donc j'ai appris, je sais comment aller sur ce marché-là. Donc c'est vraiment de l'apprentissage. Après, le plus dur, ça a été vraiment la start-up parce qu'il y a le marché, il y a le besoin, je l'ai vécu. Là, j'ai passé quelques temps
J'ai passé vraiment du temps à réfléchir, à lire et à essayer de comprendre. Donc ça, c'est là où j'ai appris le plus. C'est ça qui m'a apporté le plus de choses parce que même après, j'ai occupé après des postes en entreprise, plutôt à responsabilité parce que j'avais vraiment fait ce parcours-là de construire un produit de A à Z, de le vendre. Et ça m'a permis d'acquérir énormément de compétences qui me servent aujourd'hui dans tout ce que je fais. Donc vous êtes plutôt resté positif face à l'échec. Mais ça ne vous a pas traversé l'esprit quand même d'abandonner? En fait, je suis dans la tech et je vous ai dit que j'aimais construire et résoudre les problèmes. Donc je suis passionné par ça. En fait, c'est une passion. C'est un échec. Je pense qu'un échec ne peut pas m'arrêter. Je suis passionné par ça. J'aime ça en Vous fait. êtes passionné par l'échec, Non, par les problèmes. non, par résoudre des problèmes et par la tech. Donc du coup, voilà, les difficultés, les échecs ne vous font pas peur? Non, ça me fait pas peur, d'autant que tous qui sont là-haut, tous qui ont réussi, ont échoué des échecs. Donc c'est normal. C'est normal. Alors, comment vous savez qu'il faut arrêter ou plutôt persévérer dans son projet? C'est une question extrêmement difficile, arrêter ou persévérer dans son projet. Donc dans mon cas, c'était plus de finances. J'aurais de finances, j'aurais peut-être continué le projet. Arrêter ou persévérer, c'est faut être objectif. Donc là, moi, j'étais très objectif parce que j'avais une situation. Mais objectif aussi, ça veut dire que quand on lance un projet, il faut mettre des hypothèses. Donc au début, on met des hypothèses, on lance le projet, on mesure. Est-ce qu'on est dans les hypothèses ou on n'y est pas dans les hypothèses? Parce que si on est dans la subjectivité, on peut être trompé par nos biais personnels. On a des biais, on a une histoire, on croit à des choses. Mais quand on a des mesures, on peut faire un bilan et dire que là, je vais dans la mauvaise direction, j'arrête temporairement ou j'arrête complètement parce que ce n'est pas ce que je pensais. Il faut vraiment mesurer ce qu'on fait. Et on améliore que ce qu'on mesure. Donc en prenant des mesures, on peut savoir si on est dans la bonne direction, dans la mauvaise direction, arrêter, continuer. Il faut vraiment avoir de l'écrit et se reposer dessus. L'objectivité, ça peut nous tromper, ça peut nous mener ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu. Parfaitement. Vu que vous aimez bien trouver des solutions aux problèmes, du coup, vous pensez qu'il est toujours possible de rebondir après un échec? Oui, il est possible de rebondir après un échec. Et il y a une chose qui est importante, c'est vraiment chérissez vos échecs. Chérissez vos échecs parce qu'on apprend plus de l'échec que de la réussite. Parce que quand on réussit, tout va bien. On n'apprend pas beaucoup. Alors quand on échoue, on peut apprendre énormément de son échec. Donc chérissez vos échecs et apprenez en fait de vos échecs. C'est un des conseils aux entrepreneurs. Donc rebondir après un échec, oui, il faut rebondir. De toute façon, on n'a pas le choix. Soit on va se terrer chez soi, on arrête tout, ou on rebondit. Il faut rebondir. Et quand on revient après un échec, je pense qu'on est plus alerte, on est plus affûté, on est plus intelligent, même les sportifs de haut niveau. Quand on parle de Michael Jordan, par exemple, en termes d'entraînement, il a essayé des shoots, ils échouent plusieurs fois avant de réussir. Donc l'échec, c'est le parcours normal. C'est le parcours normal. Certains n'échouent pas. Un coup de bol, ils arrivent, ils montent leur structure, ça fonctionne, c'est très très bien, ça peut aussi arriver. Mais quand on échoue, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est parce qu'on n'a pas bien structuré, on n'a pas beaucoup de connaissances. Mes premières expériences, manque de connaissances, manque de structuration. Après, j'ai appris, il faut rebondir, on doit rebondir après les échecs. Je pense qu'on peut rebondir. Vous pouvez revenir, dans votre cas, après 3 tentatives échouées dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous a concrètement permis de rebondir? Concrètement, après j'ai fait, donc là j'ai parlé de certaines expériences sur lesquelles j'ai échoué effectivement. À côté de ça, je fais dans l'immobilier aujourd'hui, je fais dans l'investissement immobilier. Donc c'est des choses que j'ai réussi. Pourquoi aussi? Parce que j'avais eu des échecs avant, il fallait structurer. Donc j'ai vraiment pris ces leçons-là pour voir comment, si je me lance dans l'immobilier,
comment je réussis mes projets immobiliers. Donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas de la start-up, mais c'est des projets, il y a une structuration, il y a une réflexion, il y a une étude de marché à faire. Donc, ça, j'ai appris en entrepreneuriat. Et à côté de ça aussi, euh, ces échecs m'ont poussé à lancer une initiative. C'est Entrepreneurs francophones. Donc, quand je suis sorti de la start-up, j'ai été énormément sollicité par des gens autour de moi, des amis, des connaissances qui voulaient que je les aide à monter les structures, à développer les projets et aussi à avoir du recul sur leurs projets, à donner des conseils. Et ça m'a permis, d'aller sur un projet où je pouvais avoir un impact sur plus de personnes, donc entrepreneurs francophones, qui est une initiative où j'apporte la tech, parce que j'aime partager, donc j'apporte la tech aux entrepreneurs au travers des événements, des formations et de l'accompagnement. Donc c'est une autre façon de voir les choses, mais c'est vraiment apporter cette technicité-là et aussi mon expérience pour que les gens ne commettent plus les erreurs que j'ai commises et puis d'autres erreurs que j'ai vues d'autres personnes commettre et les personnes que j'accompagne aussi. Donc voilà, je pense que j'ai... Parfaitement. Alors au début, vous disiez que c'est normal d'échouer. Toutes les entreprises ne réussissent pas du coup, mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on ne peut pas réussir du premier coup lors de la création d'une entreprise? On peut effectivement réussir la première fois quand on lance une entreprise, on peut y arriver. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a certaines où pour certaines personnes, il faut apprendre, il faut faire son chemin avant de réussir. Mais effectivement, on peut y arriver. Pour y arriver, effectivement, il y a des clés. Entourez-vous des bonnes personnes, donc des personnes qui ont déjà fait, donc des personnes qui sont arrivées là où on veut aller, s'entourer d'eux, les avoir comme mentors. Et avoir un mentor, ce n'est pas simplement l'avoir au quotidien. On peut lire, on peut écouter ces personnes-là. Ça nous permet, dans l'immobilier, j'ai écouté des mentors, j'ai suivi des choses qui m'ont permis de réussir ces projets-là, donc de la première fois, donc dans l'immobilier. Donc on peut s'entourer, être dans des bons réseaux, parce que quand on est entouré des personnes qui réussissent, on a plus de chances de réussir. Donc être sur des réseaux qui comptent. C'est pour ça qu'on a créé aussi Entrepreneurs francophones pour créer un environnement où les gens peuvent créer, construire et scaler en se basant sur la tech. Donc le réseau, il est hyper important et s'entourer parce qu'avec un environnement, quand on est dans un environnement, il influence, on va dire, à 60% la réussite d'un projet. Effectivement, donc vous avez beaucoup appris de vos échecs, on l'a compris. Nous arrivons au terme de cette émission, David. On va faire un petit résumé. Alors, quelles sont les erreurs à éviter quand on est de la diaspora et qu'on souhaite, par exemple, investir, entreprendre en Afrique? Excellente question. Excellente question. Donc, l'une des erreurs, après moi, je veux parler de vécu. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Par rapport à mon expérience, vraiment, la grande problématique pour réussir en Afrique, en tout cas le cas du Congo, c'est connaître le marché. Connaître le marché, qui peut être, quels sont mes prospects, qui peuvent être mes prospects, bien les identifier. Est-ce qu'ils sont sauvables ou pas? Ça, c'est partout. Donc, prospects. Et la difficulté, quand on est en France et qu'on veut faire un business au Congo, c'est vraiment la personne compétente qui doit gérer le projet. Et ça, c'est vraiment la principale difficulté avec les gens que je rencontre, les échanges que j'ai, c'est vraiment le gros piège, trouver la personne compétente localement qui peut gérer son business. On le voit, cette problématique-là dans les personnes de la diaspora qui veulent construire même dans l'immobilier en Afrique, qui confient soit à la famille ou même à des personnes qui ne sont pas compétentes. Ils ont de mauvaises expériences. Il y a ceux qui confient leur business, taxi ou autre, à des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour gérer et surtout faire des feedbacks, c'est-à-dire remonter régulièrement l'état de l'entreprise ou l'état du business, de ce qui se passe au quotidien. Et c'est vraiment, moi je pense que c'est la grande difficulté et c'est le grand piège. Donc il faut trouver la personne compétente pour pouvoir gérer
Et déjà là, on aura résolu 50% de problèmes. Parce que les problèmes de fond, les problèmes de structuration, quand on a une personne qui est là, qui est compétente, on peut mettre en place des procédures que la personne suivra pour mieux gérer l'entreprise au quotidien. Merci beaucoup, Davy, encore une fois, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de Résilience. Nos salutations à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Brazzaville.